Bonjour et bienvenue, c'est l'équipe rugby, le podcast qui parle rugby avec la voix pleine de maladie, j'en suis désolée, et avec la rédaction de l'équipe qui a la voix aussi claire que l'esprit. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour Christelle. Rapproche-toi Renaud. Cette semaine et en cette fin de 6 nations, on va se consacrer entièrement au bleu. On va faire classique mais efficace avec un petit bilan de ce tournoi 2018. On va parler jeux et chercher les tops et les flops. Puis on va parler joueurs et chercher les tops et les flops. Et puis on va disrupter le bilan parce qu'on est comme ça, nous on disrupte à tout va. Et on va se pencher sur la tournée de jeu en Nouvelle-Zélande pour se demander si avec ce qu'elle a montré, elle peut tenir cette équipe de France face aux Blacks. On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Aujourd'hui, Laurent Campistron. Bonjour Laurent. Bonjour. Maxime Rollin, bonjour Max. Salut Christelle. Et Renaud Borel, salut Renaud. Rebonjour. Et bien voilà, vous savez tout, alors c'est parti, flexion liée jeu. Avant toute chose, on va féliciter les moins de 20 ans qui ont gagné leur tournoi. Eux, ils ont perdu que contre l'Angleterre. À quelques mois de leur Coupe du Monde, début juin en France, on peut dire que c'est de bon augure, hein, comme on dit dans le milieu de l'augure. On va féliciter aussi les féminines qui ont-elles carrément décroché leur 5e Grand Chelem en marchant sur le Pays de Galles comme elles ont marché sur tout le tournoi. Avec une équipe post-Coupe du Monde remaniée qui a trouvé très vite ses marques, comme on dit, et qui a même fait forte impression. Voilà, on rappelle juste qu'à part la poignée de joueuses sous contrat fédéral qui jouent aussi à 7, elles sont toutes retournées travailler ce lundi matin. Voilà, bravo les filles. On revient sinon sur vos... Vous recommandez que les joueurs du 15 de France soient amateurs en fait, pour avoir les mêmes résultats que les filles? Je pense que certains sont amateurs, non? Je vous laisse à vos propos. Je m'en fous, c'est toi qui seras phase 2 demain. Non, on les voit plus pendant 3 mois. On va revenir à vos pronostics. La semaine dernière, pour le Galles France homme, Arnaud nous avait pronostiqué un 19-12, qui était pas si mal, finalement. Clem, un 21-18, qui était un peu plus optimiste. Et alors, Jean-Christophe, un 17-17, dont on tient absolument pas compte, puisqu'il a pronostiqué ça pendant tout le tournoi. Donc, voilà. Même score à chaque fois. Voilà. C'est les mecs du PUC. On peut rien faire. Allez, on commence, ça y est. Premier thème, on va s'intéresser au jeu de l'équipe de France. Les Bleus qui ont tracé un nouveau bâton dans la colonne défaite encourageante ce week-end de Pays de Galles. Une défaite aussi un petit peu énervante. On rappelle qu'il y a eu un drop de Sexton qui les a privés de la victoire contre l'Irlande après la sirène, qui menait contre l'Écosse à 10 minutes de la fin. Et que là, ils échouent à 1 point, un essai un petit peu casquette et un but de pénalité, je crois on dit pas juste une pénalité. C'est Francis Delteral qui m'a appris ça quand j'étais petite. Face au poteau qui a été manqué. Voilà. Donc c'est des défaites qui sont certes plus encourageantes qu'un match nul contre le Japon. Mais bon, ça s'est construit sur un jeu personnellement qui m'a pas collé au plafond. Vous, je sais pas, mais qu'on soit pas capable de marquer 4 essais à l'Italie, ça me laisse squat. On en a marqué 8 en tout, des essais, c'est pas BZF, hein, comme on dit chez moi. Mais bon, voilà, on sait que les vrais savent que le rugby c'est un sport de combat, que cette défense est fabuleuse, que c'est tellement magique tous ces ballons grattés dans les rucks. Bref, le jeu de l'équipe de France fait partie des réussites de ce tournoi ou pas tant que ça quand même, Renaud? Tout le monde se souvient qu'il y a donc eu un changement de staff. Donc, qui dit changement de staff dit changement de projet sportif et donc de jeu. Une manière de mettre les choses dans l'ordre, c'est de commencer par se rassurer sur une défense qui se construit sur des schémas plus simples qu'un schéma offensif, évidemment. C'est beaucoup moins complexe à mettre en place. En revanche, ça demande beaucoup de tempérament, de solidarité, un état d'esprit. Et pour ça, il faut reconnaître que l'équipe de France, elle a été remarquable tout le tournoi. Mais comme elle l'avait été aussi, sur ces bases-là, sur le premier tournoi de Guinoves. Donc avant de partir dans les tours et de dire que ça y est, l'équipe de France s'envole, je pense qu'il va falloir attendre une saison complète. Il y a des choses intéressantes, notamment sur ce match contre le Pays de Galles, dans ce qu'ils ont proposé offensivement, c'est vrai. Offensivement aussi. Offensivement aussi contre le Pays de Galles. Je dis bien contre le Pays de Galles. C'était moins évident sur les matchs précédents, selon moi. C'était même pénible de ne pas marquer plus contre l'Italie, comme vous le soulignez si bien dans votre introduction. Brillante. Voilà. Et je vais mettre un point à mon tunnel pour que mes confrères s'expriment.
Maxime, toi, le jeu de l'équipe de France Ouais, le jeu, alors c'est sûr que forcément, on parle de la défense, mais au-delà de la défense, moi, du coup, je parlerais finalement... Alors, c'est le jeu, c'est la défense, oui, une bonne défense, mais ça montre aussi un petit peu le caractère de cette équipe. On disait souvent que notre équipe avait pas forcément de caractère et on l'avait vu à la tournée de novembre. Là, en fait, avec cette bonne défense, moi je dis qu'elle a aussi montré une forme de caractère, et notamment au Pays de Galles où après la victoire contre l'Angleterre, on aurait pu penser qu'elle puisse exploser au Pays de Galles dans un contexte particulier, toit fermé, une grosse ambiance, des Gallois qui avaient quand même une deuxième place à jouer aussi. Enfin voilà, un gros contexte. Et cette grosse défense. Et le fait qu'ils explosent pas malgré la cagade sur le premier essai, malgré pas mal de choses, ça prouve que cette équipe a du caractère et il faut le souligner au-delà de la défense. Voilà. Moi, je voulais souligner ça, la défense, mais aussi le caractère. Après, offensivement, oui, on n'a pas vu grand-chose. Peut-être contre l'Écosse, on a vu quelques petites choses encourageantes. Après, c'est toujours pareil. Il faut du temps aussi à cette équipe. Entre l'Irlande et l'Écosse, il y a eu pas mal de changements. Entre l'Écosse et la fin du tournoi, il y a eu aussi beaucoup de changements suite à la fameuse nuit d'Édimbourg. Donc voilà, il y a des joueurs qui là ont enchaîné 3 matchs de suite. Et ça aurait mérité qu'il y ait encore 1 ou 2 matchs de plus. Et à mon avis, on aurait pu voir des choses encore plus intéressantes. Laurent, t'es d'accord, l'état d'esprit, la défense, oui. C'est super. Oui, tout à fait. Il faut se souvenir quand même que le dernier match de la tournée de novembre, c'était contre le Japon. À l'arrivée, ça a fait 23-23 avec des joueurs complètement tétanisés par l'enjeu. Donc il y avait vraiment une espèce de sinistrose qui s'était installée en équipe de France, notamment à Marcoussis, pour y aller régulièrement les semaines qui précèdent les matchs des tests et du tournoi. On s'apercevait que c'était vraiment très, très compliqué de bosser dans ce contexte lourd, pesant. Et là, on a retrouvé un petit peu des sourires et un allant qui fait que cette équipe de France, quand elle est sur le terrain, elle s'envoie. Effectivement, sur les matchs du tournoi, les 5 matchs, on a senti du caractère. Une équipe qui défend super bien. Il manque effectivement l'animation offensive. Comme l'a dit Renaud, on a vu quand même un bel essai contre le Pays de Galles. C'est finalement le plus dur à obtenir, une animation offensive à mettre en place. Ça me demande du temps. Là, ça fait que 3 mois que ce staff travaille avec les joueurs actuels. Je pense que ça va être compliqué de mettre une animation offensive en place en Nouvelle-Zélande aussi, où il faudra, je pense, surtout défendre. Mais après, on va attendre un petit peu mieux à ce niveau-là de la tournée de novembre prochain et sûrement du dernier tournoi avant la Coupe du Monde 2019. Donc il va falloir y aller progressivement, étape par étape. Il fallait pas s'étonner que ça marche pas avec Neves. S'il fallait jouer comme ça, en fait, c'est pas trop sa façon de jouer à Neves. Non, c'est pas trop sa façon de jouer à Neves, mais ce que je veux dire par là, c'est que Guy Noves, on a trouvé des choses intéressantes dans beaucoup des matchs qu'ils ont livrés. Déjà le caractère, quand ils battent l'Irlande à la maison, difficilement, mais qu'ils les battent. Sur son premier tournoi, contre l'Italie, ça avait été très dur. Alors certes, c'était l'Italie, mais en tout cas, je crois que c'était le premier match d'ailleurs de Guy Noves, l'Italie, de mémoire. Donc voilà. Pour un premier match, c'est très dur. Puis après, on s'est mis à voir des choses intéressantes dans ce que proposait cette équipe-là, un jeu ambitieux. Et puis, il faut se souvenir du caractère qu'ils ont eu pour battre les Gallois, même s'il y a eu une petite entourloupe l'an dernier en tournoi. Donc du caractère, on en a vu. Et puis la tournée d'été en Afrique du Sud, elle est venue laminer tout ça en fait. Ils ont fait 3 matchs qui étaient indignes, mais à leur propre jugement, qui a tout balayé. Ils sont revenus en novembre et pareil, 20 minutes catastrophiques contre les All Blacks, rebelote contre les Sud-Africains, et tout s'est effondré. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ce caractère, il tiendra que s'ils gagnent des matchs. S'ils gagnent pas de matchs, ils auront le même destin que l'équipe de Saint-André en Coupe du Monde s'ils proposent pas plus de choses. C'est mon point de vue, peut-être je me tromperai, mais le caractère, ça suffit pas, parce que quand vous arrivez en Coupe du Monde, en face de vous, il y a des joueurs aussi bien préparés, avec un projet de jeu souvent plus abouti, parce qu'ils ont moins de changements, parce qu'ils sont plus sur la continuité, et qu'ils ont exactement le même caractère que vous. Ok, on passe aux joueurs. Alors, si on a fait le tour avec le jeu, on pensait connaître à peu près les forces vives pouvant tirer l'équipe de France vers le haut. On a fini avec des joueurs qu'on n'avait jamais vus en bleu et qui, dans leur registre, étaient plutôt à la hauteur, on peut dire à peu près. Jacques Brunel a d'ailleurs été
très content de la plupart de ceux qui ne dévisent pas complet quand ils sont sous comme des cochons. Il a bien aimé Bastaro, Pélissier, Fall, Tolègne, Loré, Camara, et puis leur frère. Pardon, excusez-moi. Il a été un petit peu moins content des ouvreurs, mais c'est pas non plus comme s'il avait un choix un peu incroyable en matière d'ouvreurs. Vous êtes d'accord avec lui, vous? C'est à peu près les forces et les faiblesses que vous avez vues, Laurent, pendant le tournoi? Oui, moi j'insisterai quand même sur Bastaro parce qu'on ne l'attendait pas forcément à ce niveau-là avant le tournoi. Il est arrivé en cours de tournoi. Tu veux dire techniquement ou dans le meneur d'hommes, tout ça? Dans son jeu, parce qu'on voit bien qu'il a évolué, il est beaucoup plus passeur qu'il ne l'était à une époque. C'est-à-dire que là maintenant il cherche après l'impact, le contact, il cherche souvent à voir s'il y a un partenaire au soutien pour donner le ballon. Mais surtout, il y a une énorme influence en dehors du terrain aussi. Il a été choisi capitaine pour remplacer Bastaro, c'est pas pour rien. Je pense qu'il a une vraie influence sur ses coéquipiers. Il est entraînant tout simplement aujourd'hui, Basta, et il a fait un tournoi exemplaire à ce niveau-là. Voilà, à part lui, on pourrait citer effectivement Gabriel, qu'on n'attendait pas à ce niveau-là non plus. Magnifique défenseur qui a plaqué à tour de bras à chaque fois qu'il a joué dans cette équipe. Guirado, bien sûr, mais on l'attendait à ce niveau-là aussi. Voilà, pour les gros top. Grosso aussi, qu'on n'attendait pas. Ça fait 2 ans qu'il n'avait pas joué en sélection. Qui fait un très très beau match contre l'Angleterre notamment. Un peu moins en vue contre les Gallois, mais ça reste quand même très positif sur l'ensemble du tournoi. Voilà, puis les autres, effectivement, Camara, qui a sa sortie qui était remarquable sur l'ensemble du tournoi aussi. Maxime, t'as un coup de cœur, carrément. Coup de cœur, oui et non, mais c'est vrai je vais pas répéter les mêmes noms, mais à la limite, les 2 qui m'ont peut-être le plus surpris, parce que finalement, Bastaro, ça fait quand même 1 an et demi qu'il fait des prestations comme ça avec Toulon, mais c'est qu'en novembre, il n'avait pas été utilisé comme il faut l'utiliser selon moi, et c'est pour ça qu'on était un petit peu resté sur notre faim et qu'on pensait qu'il n'avait pas le niveau. Il y avait le dernier point, c'était physique, où on se disait qu'avec ces quelques kilos superflus, il allait peut-être avoir du mal au niveau international, et finalement non, ça s'est pas ressenti. Moi, les 2 joueurs qui m'ont peut-être le plus surpris, le premier, ce serait Loré, parce que on le pensait perdu pour l'équipe de France. Même lui, je pense, se sentait perdu. Au final, il sort 3 prestations très convaincantes, et des 3e lignes, on en a pourtant à l'appel, et c'est pas sur lui qu'on aurait forcément misé, mais dans ce rôle-là, voilà, quand on utilise vraiment les joueurs en fonction de leur capacité pure, et il s'en est très bien sorti, et je pense qu'il a marqué beaucoup de points. Et l'autre, c'est pareil, c'est Benjamin Fall, qu'on avait beaucoup raillé parce qu'il était souvent blessé, etc. Et là, au final, pareil, sur les 3 matchs qu'il a eu à jouer, il a montré qu'il avait sa place. Après, c'est pareil, ça a confirmé, on verra en Nouvelle-Zélande, etc. Mais ou comme Grosso, finalement, qu'on n'avait jamais vraiment vu, parce que Camara, il a un potentiel, et c'est top qu'on ait un joueur comme lui qui, à mon avis, aura un grand avenir en équipe de France. Mais lui, on avait vu son potentiel. Moi, j'avais pas trop de doutes. Il avait été blessé en novembre, il était pas là, mais j'avais pas trop de doutes. Loré, Fall, Grosso, c'est des joueurs sur lesquels on avait beaucoup plus d'interrogations, et c'est ça qui est rassurant, c'est qu'ils ont répondu présent. Parce que c'est pareil, on parle pas beaucoup de Poirot. Je pense que Poirot a prouvé qu'il avait le niveau international, mais là encore, on n'avait pas trop de doutes, et voilà, il a été à son niveau. Renaud, toi, toi qui es une mauvaise personne, il y en a qui t'ont moins plu, ou t'as décelé un peu des faiblesses dans cette équipe? Déjà, je vais contredire Max, parce que je pense que Fall, personne ne l'a jamais raillé. Il s'est beaucoup blessé, mais que ça a toujours été un mec très talentueux. Donc, j'ai dit qu'il avait été raillé justement par rapport à ses blessures. Aujourd'hui, oui, par une personne dans la rubrique rugby, mais les autres, je pense que la boucherie Obélis en est donné cœur joie. Non, aussi, la déception, c'est tout le monde l'a relevé. C'est cette charnière dont on ne trouve toujours pas l'identité ou la colonne vertébrale. François Trinduc, il fait 50 minutes de très bon niveau, et puis tout s'effondre sur une pénalité ratée, une pénale touche ratée, un jeu au pied raté, voilà, et
le match se perd pas que là-dessus, parce que sur l'essai qui est encaissé en début de match, le rebond le trompe, mais c'est quand même pas lui qui s'arrête de jouer parce que il connaît pas la règle. Petit 1. Petit 2, on était parti sur une charnière très jeune avec Dupont, Serein, Belot et Jalibert. Certains se blessent, d'autres boivent un coup de trop en soirée, donc s'éliminent. Et donc, voilà, à ce niveau-là, c'est vrai que pour le moment, il y a eu le retour de Boxis qui, bon, a montré ses limites. Et donc, finalement, on sort de ce tournoi et c'est ça qui est le plus embêtant parce que c'est le mal du rugby français depuis des années, sans aucune certitude. Après, pour digresser un peu par rapport aux joueurs, en revanche, il faut souligner le management de Brunel justement sur l'épisode d'Édimbourg, qui n'a pas hésité à se priver de joueurs. Alors je pense à Teddy Thomas qui avait été décisif sur les deux premiers matchs, qui lui est vraiment un top player et qui l'a pas rappelé en dépit de l'impératif de résultat qu'il avait, de la forme du joueur. Ça c'est fort. D'oser se passer d'un Louis Picamol qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui a des qualités qu'il est le seul à avoir en France, de puissance, de pénétration, à jouer debout, aussi une expérience au niveau international. Malgré ses hauts et ses bas, Guinoves, il n'avait jamais osé s'en passer, alors que peut-être certaines fois il aurait eu besoin de un petit coup de semonce. Jacques Brunel, il lui a montré qu'il pouvait faire sans lui. Il a envoyé un message à tout son groupe, et je pense que là-dedans, effectivement, il a forgé un caractère. C'est Sébastien Vahamina qui disait dans nos colonnes, il y a eu l'équipe avant Édimbourg et il y en a une équipe après. Et donc là-dessus, franchement, sur ce coup de management, ça a posé le sélectionneur. Et sur Bastaro, tu avais fait une longue interview avec lui il y a quelques mois. Tu avais senti, toi, que le mec c'était l'album de la maturité, comme on dit? Non, ce qui était très intéressant dans l'entretien, c'était quand on lui demandait où il en était par rapport à l'équipe de France. Il le disait très calmement, mais et en même temps avec beaucoup de conviction. Il me dit mais comment est-ce qu'on peut douter que j'ai plus envie d'y aller, quoi? Il dit comment est-ce que il me dit, alors c'est marrant, avec tout placide, il disait mais ça m'énerve qu'on puisse en douter, et c'était vrai. Mais le premier à l'avoir mis capitaine, c'est Galtier à Toulon, et ça l'a transfiguré dès l'été en fait. Il a été capitaine. Donc mes capitaines, quand ils ont fait une tournée en Argentine. Et ça l'a mis dans une posture, ça l'a valorisé, ça lui a fait comprendre qu'il était plus qu'un joueur de devoir et qu'un bon coéquipier, qui pouvait apporter autre chose. Ça l'a transfiguré à Toulon, et ce qui est fort, c'est que ça lui a fait le même effet en équipe de France. On a fait le tour sur les joueurs, pas de coup de cœur, coup de plaqueur spécial. Vous avez fait le tour? Il reste l'interrogation Slimani quand même à droite, peut-être si on parlait de flop, il y a toujours cette interrogation, quoi, qui va planer. C'est dommage parce que qu'il soit beaucoup pénalisé. Oui, sur son niveau général. sur le fait qu'il soit beaucoup pénalisé. Alors, j'ai lu dans une interview, je sais pas, je lis tellement donc je me souviens plus où, que Brunel en avait parlé avec Alain Roland, l'arbitre, qui est revenu sur, c'était l'Angleterre où il a été pénalisé 3 fois, en disant que la première était de sa faute, la deuxième était de la faute de son vis-à-vis, et que sur la troisième il y avait 50-50. Donc Brunel donc voilà, du coup on sait pas trop, et c'est un peu dommage parce que on aurait pu vraiment installer une première ligne avec Poirot, Guirado, Slimani, et du coup avec cette interrogation Slimani, on reste un petit peu dans le flou, et c'est dommage parce que si on avait pu installer cette première ligne, ça aurait été pas mal, ça aurait été déjà un chantier peut-être de moins. Laurent, tu veux dire du bien d'un Toulousain ? Non. Je crois qu'en fait, il n'y en avait pas. Moi, je crois que les principaux flops de la tournée, c'est les exclus de la nuit après la nuit d'Édimbourg, quoi. Parce que Picamol, des gens comme ça, Lamra, je pense qu'ils sont perdus gros dans l'histoire. Je suis pas certain qu'on les revoie de sitôt. Alors effectivement, Brunel a dit juste avant le dernier match que leur punition était levée. Néanmoins, il a quand même appelé UG à la place de Thomas, par exemple, pour remplacer Bonneval. Donc voilà, je sais pas trop. Enfin, je pense que Teddy Thomas reviendra parce qu'il c'est quand même effectivement
il a montré sur les 2 premiers matchs qu'il était au top. Et puis Laporte qui veut relancer un peu le rugby, il a quand même un potentiel. C'est ça aussi, c'est qu'on n'a pas vraiment de match winner. On a Teddy Thomas comme match winner, mais on l'a pas non plus comme l'ont par exemple les Irlandais avec un Sexton qui est capable de claquer un drop ou de mettre la pénalité de la gang. C'est peut-être ça un petit peu le flop aussi, c'est que on avait trouvé Teddy Thomas comme match winner, malheureusement il s'est exclu tout seul, et donc dans cette équipe on l'a vu un match winner qui a perdu ses 2 matchs quand même. Non, mais oui, pas faux. Sexton, il les a tous gagnés. Oui, mais c'est un match loser encourageant. Un mec qui est capable de faire une différence et de faire pourquoi pas basculer une rencontre. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Alors on appelle ça un match winner normalement. Sauf quand il joue en équipe de France. Sauf en équipe de France. Voilà. Un dernier truc sur les joueurs, il y a quand même un problème d'ouvreurs. On insistait sur le fait qu'il n'y en avait pas beaucoup de Français dans le top 14. Ça commence à se sentir oui, c'est bon. Il y a déjà un défaut de formation un peu à la base de l'ouvreur. J'espère qu'il est en train d'être réglé avec une génération qui arrive. Tu parlais des moins de 20, je te tutoie là, je t'ai vouvoyé au début, c'est pas grave. Donc il y a Ntamak là qui est l'ouvreur des moins de 20. C'est notre ancien confrère Henri Bru qui disait souvent que tant que les moins de 20 auront pas des très bons résultats, les équipes de France qui succéderont, il n'y a pas de raison qu'elles décollent. Voilà, les Anglais sont souvent en finale de la Coupe du Monde des moins de 20, les All Blacks sont multititrés, même les Irlandais sont arrivés en finale plusieurs fois. Enfin voilà, c'est dire. Non, donc là il y a une jeune génération d'ouvreurs. Belot il a fait sa bêtise, mais il a l'air d'être de ceux-là. Jalibert est un très bon joueur, qui est très jeune mais est un très bon joueur. Il y en a un autre à Toulon, Carbonel, je crois, dont on parle beaucoup, qui semble avoir toutes les qualités. Le problème, c'est qu'on en a eu souvent des ouvreurs comme ça qui avaient soi-disant toutes les qualités. On a parlé de Plisson et d'autres dont j'oublie les noms, et puis au final... Ils n'ont pas transformé, voilà. j'ose dire. Non, mais c'est demi-mêlée déjà. Non, mais il y a ce problème, il y a effectivement ce problème-là qui se posera peut-être moins maintenant, parce qu'il y a déjà une abondance de demi-mêlée, mais il y a beaucoup d'ouvreurs qui sont barrés par des grands ouvreurs internationaux qui débarquent en top 14. Donc là, c'est vrai que c'est embêtant. Quand ça empêche l'éclosion d'un jeune français, le recrutement d'un gros ouvreur. Voilà, donc comment ça va se passer pour Carbonel quand il va prendre un peu d'épaisseur, sachant qu'il y a déjà Trinduc et Belot chez lui. Jalibert il est blessé, et quand il va revenir, est-ce qu'il sera pas barré par un étranger ou c'est là-dessus qu'il faut être attentif. Très bien, on passe au dernier sujet, à la montagne qui s'avance de l'autre côté du globe. Dans 2 mois et demi, les Bleus vont disputer 3 matchs contre les All Blacks, 9, 16 et 23 juin, notez. Alors parce que le rugby, on va encore pouvoir nous resservir la phrase la plus entendue du monde, après le coup des 3 points peut-être, le manque de repères communs, parce que grand classique, le premier match de la tournée d'été se jouera sans les finalistes du top 14. La finale, elle se déroule le 2 juin. Le premier match sera 9, donc il faudra faire sans eux. Il faudra faire aussi sans les blessés, qui manqueront pas de s'accumuler si la phase finale est la même boucherie que celle de l'année dernière où il y a eu plus de commotions que d'essais. Messieurs, en prenant ça en compte, en vue du dernier tournoi aussi, il faut s'attendre quoi à cette tournée néo-zélandaise Si par exemple la finale c'est Montpellier-Toulouse, ça posera pas beaucoup de problèmes puisqu'il doit y avoir un Toulousain et un Montpelliérain en équipe de France. Bon voilà. Maintenant, si c'est Racing où il y a 9 internationaux français qui est en finale, oui là du coup ça peut poser problème. Ce qui est sûr, c'est que là, Jacques Brunel, alors c'est facile à dire comme ça à 3 mois de l'événement et puis en regardant de loin, mais il a une vraie opportunité pour cette équipe de France de poser un résultat fondateur. Je m'explique. Si vous gagnez au moins une fois en Nouvelle-Zélande, derrière, vous constituez un noyau de confiance sur lequel il pourra travailler jusqu'à la Coupe du Monde. Ça c'est certain. Oh les gars, on a battu la Nouvelle-Zélande en Nouvelle-Zélande. Alors, le contexte n'est pas simple.
effectivement, ils vont y aller potentiellement sans les finalistes. Et si ça tourne mal, par contre, ils peuvent y être avec beaucoup de joueurs importants. Voilà, si c'est Montpellier-Toulouse, il n'y en a pas beaucoup. Mais si c'est d'autres équipes, si c'est Racing, si Racing Clermont réussit déjà, un truc incroyable, voilà. se qualifie, voilà, là tu perds du monde. Et il y aura les Clermontois déjà. Tu es viré, sors. Non, mais donc, ce serait vraiment, pour le coup, encore mieux que cette Angleterre qui était un peu en difficulté cette année. Si vous remportez un succès là-bas, vous pouvez construire derrière jusqu'à la Coupe du Monde avec quelque chose de significatif. Marc Lévremont avait gagné là-bas. Philippe Saint-André aurait dû gagner le premier test en 2013 là-bas, et ça lui échappe de peu, et c'est quelque chose qui lui a manqué, je pense, ce résultat contre cette nation incroyable. Puis pour les joueurs, ça a une telle valeur que derrière, vous pouvez construire beaucoup de choses. Malheureusement, il n'y aura pas les finalistes. Malheureusement, ils iront faire encore un tour en Nouvelle-Calédonie avant pour faire de la politique à la place des politiques. Mais on a vu comment ça a réussi en Afrique du Sud l'an dernier. Ils étaient combien à être rentrés malades là, de Mayotte ? Je ne sais plus. Je sais plus. Donc voilà, donc ça serait, ouais. Donc, ce serait bien qu'ils arrivent à 12 malades en Nouvelle-Zélande, ça facilite les choses. Non, plus sérieusement. Donc bon, voilà, il y a tous ces trucs-là, mais si le staff de Jacques Brunel arrive à mettre en place une sorte de commando qui arrive à réussir un exploit, vous gagnez le premier match en Nouvelle-Zélande, derrière, tout est possible sur le reste de la tournée. Là, effectivement, on pourra se dire, bon, il se passe quelque chose dans l'équipe de France. Et ça, c'est un vrai enjeu. Ouais. Non, mais le seul risque, en fait, ce serait de prendre 3 branlées comme on se l'imaginait si on avait réussi un mauvais tournoi. Voilà, pour moi, c'est le seul risque. Si on prend 3 branlées, ça peut remettre un petit peu à mal ce qui s'est passé pendant le tournoi, parce que malgré la 4e place, malgré les 3 défaites et seulement 2 victoires, il y a le petit début de quelque chose, voilà. Et si on prend 3 branlées en Nouvelle-Zélande... Est-ce que tu pourrais répéter branlée encore une fois, parce que c'est quand même une très sympa voilà. comme mot. 3 roustes. Si on prend 3 roustes en Nouvelle-Zélande, ça, voilà, j'ai peur que du coup, après, on sera à quasiment 1 an de la Coupe du Monde et ça ce soit compliqué justement de relancer quelque chose. Maintenant, 3 raclés en Nouvelle-Zélande et puis une tournée d'automne moribonde, voilà, et l'équipe de France se retrouve dans le même état que quand elle a remercié Guy Novès et son orchestre. Oui, parce que finalement, il y a 1 an, on était à la même situation. On Exactement. avait gagné 3 matchs dans le tournoi. Exactement. On avait même gagné 3 et pas 2. D'ailleurs, on se disait, on gagne une fois ou 2 en Afrique du Sud, et ça part sur une dynamique. Et en Angleterre, ça doit gagner aussi. On va par là. Mais après, même si on fait 3 défaites en Nouvelle-Zélande, il faudra un petit peu voir le contexte. Avec 3 défaites, je suis pas sûr qu'on reparte totalement de zéro. Max, ils font une tournée entre guillemets honorable en 2013 où ils perdent 3 fois, ils doivent gagner le premier, le deuxième ils rivalisent, et bon, le troisième ils explosent et ils prennent 65 points ou 64 points en quart de finale. Donc oui, mais on retombera peut-être pas contre les Néo-Zélandais en quart de finale. On a l'Angleterre et l'Argentine dans la poule, donc on retombera peut-être même pas en quart de finale. non mais il faut prendre en considération que le premier tour de Coupe du Monde sera sans doute le plus dur que l'équipe de France ait eu à vivre. Ouais, mais ça veut dire que t'es en train de dire il a déjà perdu contre les Tonga. C'est-à-dire que tu es en train de dire que si on gagne pas une fois en Nouvelle-Zélande, on est quasi mort. Je te dis juste moi, j'irai pas jusque là. Je te dis juste qu'une tournée honorable en Nouvelle-Zélande, si c'est 3 défaites, ça aura pas plus de valeur qu'une 3 raclées. Si on allait en tournée en Australie, je dis oui, si on fait 3 défaites, mais là quand même tu joues contre les doubles champions du monde qui sont quasi imbattables. Donc Mais toi, Laurent, tu penses qu'avec ce qu'elle a montré dans ce tournoi, elle peut aller embêter les Blacks On peut vraiment envisager, avec cette équipe qu'on a vu jouer, je pense qu'elle peut limiter la casse sur 1 ou 2 matchs, en défendant comme elle a fait contre les Anglais, pourquoi pas, oui. Ça peut être un score. Elle peut tenir le score jusqu'à aller à la 60e peut-être. Honnêtement, je la vois pas gagner un match à Nouvelle-Zélande. Mais après, elle peut rivaliser sur une durée donnée. Mais de là à gagner, franchement, ce serait plus qu'un exploit. Pour moi, ce serait quasi un miracle qu'elle gagne un match cet été en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande, pardon. Parce que là, ils sont à combien ? 92% nombre de plaquages réussis, mais contre les Blacks, ça va être un nombre de plaquages qui va être multiplié par 800. C'est toujours pareil, ça dépend qui tient le ballon. Les All Blacks, ils aiment bien se nourrir des fautes adverses, et l'équipe de France face aux Gallois a perdu 22 ballons.
vous perdez 22 ballons contre les All Blacks. Prends 22 essais. Ouais, peut-être pas loin. Non, mais vous gagnez pas le match, quoi. Ça paraît impossible. Quand on voit leur qualité technique, leurs aptitudes physiques, effectivement, perdre 22 ballons, ce serait suicidaire. Faut pas rêver de perdre d'1 point contre le All Black en perdant 22 ballons, même avec toute la générosité dont on peut faire preuve en défense. Là, ce week-end, c'est 94% de plaquage réussi, je crois. Voilà, 95% contre les Anglais. Mais au moins, ils ont tenu le ballon contre les Gallois. Contre les Anglais, c'est les Anglais qui avaient eu la possession. Renaud, la dernière victoire française dans l'hémisphère sud, 2009. hors Argentine, 2009. 2009, la Nouvelle-Zélande. Ça pose déjà l'étendue du. Voilà. C'est le travail de management que va avoir Jacques Brunel, c'est aussi de faire comprendre aux joueurs de faire comprendre. Maxime Machenaud, il en parlait assez bien. Dire qu'il faut pas partir là-bas en se disant oh là là, on est fatigué, c'est le mois de juin, on devrait être en vacances, on n'a aucune chance parce que c'est la fin de saison. Les Lions britanniques s'étaient décomplexés de ça, ils ont fait match nul et victoire, une défaite, un match nul, une victoire. En montrant peut-être la voie sur la façon dont il fallait les jouer d'ailleurs, même si d'un an sur l'autre c'est difficile. Les Anglais avaient gagné 3 fois en Australie. Là au-dessus, il va avoir un gros travail à faire de les convaincre que non, ils sont pas fatigués, qu'une tournée en Nouvelle-Zélande c'est exceptionnel, que l'équipe de France elle a les moyens de faire quelque chose en Nouvelle-Zélande. Et ça, c'est pas une mince affaire. Puis s'ils tombent des seaux d'eau comme pendant les matchs des Lions. Mais par rapport à ça, moi, il y a quand même un petit risque aussi à se dire on n'est pas fatigué, il faut faire 3 gros matchs, etc. Tu parlais notamment de gestion, et je vais prendre le cas de, par exemple, Guirado. Moi, personnellement, je pense que c'est une bêtise, pour parler poliment, parce que sinon je vais encore dire un mot qu'il ne faut pas dire. C'est une bêtise de l'emmener en Nouvelle-Zélande, parce que Guirado, il est complètement cramé. Et donc il va encore faire une saison à rallonge, et on va arriver à moins d'1 an de la Coupe du Monde, et je sais pas quand il va se régénérer, parce que il va après enchaîner avec Toulon, etc. Et donc je me dis aussi, est-ce que la tournée en Nouvelle-Zélande elle peut pas servir à reposer, alors je dis pas tous les cadres, mais reposer quand même 2-3 mecs qui ont beaucoup joué, et pourquoi pas révéler quelques autres mecs vraiment. Là on l'a vu, par exemple Pélissier, il a été lancé dans le bain du Millennium, et bon, il s'en est plutôt pas trop mal tiré. Voilà, c'est une question que je soulève, et moi personnellement c'est ce qu'avait fait un peu Guy Novas l'an dernier en Afrique du Sud. Il avait laissé quelques joueurs, Lambra, il y avait plusieurs joueurs qui étaient Lopez qui avait été laissé au repos, et après ça lui est tombé dessus parce qu'il a pris 3 brelins en Afrique du Sud. Je lui ai dit ouais, mais tu aurais peut-être dû amener les. C'est compliqué comme surtout sur le niveau de confiance de 3 joueurs, ce serait un maximum, parce qu'après il faut construire une équipe pour la Coupe du Monde, et c'est quand même 3 matchs où c'est intéressant de voir des joueurs face aux meilleurs du monde, quoi. Non, mais parce que c'était le capitaine aussi. C'est pour ça que la question c'est vrai que lui, en le laissant se reposer, tu te poses pas de questions sur son niveau face au All Black. Tu l'économises, mais faire beaucoup plus que ça, ce serait quand même dangereux pour la cohésion et la continuité de ce qu'ils essaient de mettre en place. Très bien, excellent point final dans ta voix, Renaud. C'était l'équipe rugby, le podcast, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Laurent Campistron, Maxime Rollin et Renaud Bourrel. Merci à Sébastien Salis à la technique. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast, SoundCloud. N'hésitez pas à réagir, laissez-nous des commentaires. À la semaine prochaine.